Le continent impérial des arts martiaux a transmis la légende du Livre des 9 secrets, écrit par l'ancien empereur mage, contenant toutes les connaissances qu'il a recueillies au cours de sa vie. Le légendaire roi démon, reconnu comme le plus puissant du continent, avait rassemblé tout son savoir dans un tome connu sous le nom de Livre des 9 secrets. Ce livre, imprégné de propriétés magiques et d'une immense puissance, a été dispersé à travers le monde. Maîtriser les enseignements de ce livre permet d'atteindre un royaume où ciel et terre coexistent à portée de main. Actuellement, le livre est entre les mains de l'empereur magique nommé Zhuo Yifan. Assis avec fierté sur un trône royal, il tient ce volume puissant, ses yeux brillants de dévouement et de détermination. Cependant, la nouvelle de cet artefact puissant a fuité, faisant de Zhuo Yifan la cible principale des maîtres d'arts martiaux qui convoitent le livre. Sa résidence est désormais encerclée par des assaillants, le plaçant en danger imminent. Pourtant, Zhuo Yifan reste confiant dans sa capacité à surmonter tout ennemi grâce à sa puissance redoutable. Soudain, un jeune garçon nommé Zhao Cheng fit irruption, affolé et craintif, informant Zhuo Yifan que les troupes de montagne avaient été encerclées par des ennemis, entraînant leur massacre. Zhao Cheng, disciple de Zhuo Yifan, et plus jeune que ce dernier, avertit que les 7 empereurs approchaient. Malgré cette nouvelle alarmante, Zhuo Yifan resta calme et autoritaire, conseillant à Zhao de ne pas céder à la panique, affirmant que personne ne pouvait le surpasser. Il se leva et sortit, déclarant que même les 7 empereurs ne seraient même pas de taille face à lui. À sa grande surprise, ses forces furent effectivement submergées. Zhuo Yifan se tenait au sommet d'une falaise, alors qu'un groupe d'adversaires, armés et résolus, se préparait à se battre pour le livre des 9 secrets. Imperturbable et gardant sa fierté, Zhuo Yifan confronta les attaquants sans peur. La bataille éclata, et Zhuo Yifan élimina systématiquement chaque adversaire avec toute sa puissance. Au milieu du chaos, des voix menacèrent sa libération, mais Zhuo Yifan rit avec dédain, les affrontant courageusement. Les 7 empereurs lui présentèrent un ultimatum, rendre le livre ou faire face à la mort. Zhuo Yifan rétorqua qu'il dirigeait tous les 8 royaux reconnus par le sanctuaire et que personne ne pouvait le vaincre tant qu'il utilisait sa pleine puissance. Il se moqua d'eux, se demandant pourquoi ils s'inquiétèrent de leur propre fin. Un des empereurs anciens répondit, soulignant que Zhuo Yifan était un adversaire pour tout le sanctuaire et qu'il existait des forces plus puissantes que lui. L'empereur plus jeune s'avança, affirmant que le livre était une relique ancienne de l'empereur de la Terre Sainte. Juste à ce moment-là, Zhao Cheng s'approcha de Zhuo Yifan, déclarant que la situation était intenable et qualifiant Zhuo Yifan de plus grand empereur de la Terre Sainte. Zhuo Yifan, débordant de fierté, contre-attaqua en affirmant qu'ils étaient les véritables ennemis de la Terre Sainte et jura de les anéantir tous, même s'il devait devenir un vilain. Dans un instant rapide, une épée transperça la poitrine de Zhuo Yifan, le figeant dans l'angoisse. Les 7 empereurs assistèrent à cette trahison et annoncèrent que le temps de Zhuo Yifan était venu. Étonnamment, Zhuo Yifan réalisa que Zhao Cheng l'avait trahi en divulguant des informations sur le livre et les troupes de montagne. Alors que les 7 empereurs s'élevaient majestueusement dans le ciel, Zhao Cheng resta perché sur le dos de Zhuo Yifan, qui le questionna sur sa trahison après tout ce qu'il lui avait enseigné depuis son enfance. Zhao Cheng révéla ses motivations, admettant qu'il ne voulait pas que Zhuo Yifan possède le livre seul. Il affirma que Zhuo Yifan l'avait toujours empêché d'accéder au livre, le traitant comme un voleur. Stupéfait par cette révélation, Zhuo Yifan demanda à Cheng si c'était pour cela qu'il l'avait trahi. Cheng déclara fièrement qu'importe ce que pensait Zhuo Yifan, il ne pourrait pas échapper à son sort, car il avait oublié ce qu'il lui avait enseigné. Zhuo Yifan, furieux, reconnut que bien qu'il ait enseigné à Zhao Cheng depuis l'enfance, celui-ci l'avait finalement trahi, laissant personne de fiable dans le monde. Du sang s'écoula de la bouche de Zhuo Yifan alors qu'il succombait à la misère, vacillant au bord de la mort. Avec un dernier sourire envers Zhao, il éclata de rire comme un fou. Puis, il décida d'anéantir le livre avec lui-même pour empêcher quiconque de l'obtenir. La tension monta alors que tout le monde s'enfuyait, sentant que Zhuo Yifan était sur le point de se détruire. Une brillante explosion de lumière l'enveloppa, annihilant tout, y compris le livre et lui-même. Son corps sans vie rayonna comme une étoile lumineuse avant de plonger vers la terre. Dans la forêt sombre la nuit,
Plusieurs cadavres gisaient éparpillés, leur sang teintant le sol, y compris celui d'un jeune garçon vêtu de doré et de rouge. Il sembla qu'une bataille féroce avait eu lieu, menant à leur fin tragique. Une lumière brille au-dessus de la tête du garçon, alors qu'il est inconscient au sol. Soudainement, il ouvre brusquement les yeux, regardant avec incrédulité son propre corps sans vie, et s'interrogeant sur ce retournement de destin inattendu. Se levant, il scrute son environnement, enveloppé dans l'ambiance étrange de la forêt. Soudain, les grognements de loups à proximité percent la nuit. Imperturbable, le garçon se retourne pour voir combien de loups il y a. Ces derniers, avec de la bave à la bouche et de la rage dans les yeux, regardent les corps au sol, prêts à les dévorer. Ils commencent à s'approcher de lui peu à peu, puis se mettent à courir dans sa direction. Le garçon se retourne, croise leurs regards et leur ordonne de disparaître, provoquant la retraite des créatures par peur et révélant un pouvoir caché en lui. Au loin, une voix appelle son nom, Zhuo Yifan, cherchant désespérément de l'aide, croyant que le garçon pourrait reconnaître son ancien corps. Le garçon s'approche prudemment de la source de la voix, envisageant d'absorber l'énergie de l'individu pour son propre usage. Plaçant sa main sur le front de l'homme, il commence à drainer sa puissance, surprenant l'inconnu, qui réalise que le garçon n'est pas Channing, mais quelqu'un de complètement différent. Indifférent, le garçon continue, révélant sa véritable identité en tant qu'empereur magique Zhuo Fan en utilisant la technique de drainage interdit du livre des 9 secrets. Il siphonne la force vitale de l'homme, le réduisant à un simple squelette. Alors que l'aube se lève et que le soleil apparaît, le garçon ressent la puissance nouvellement acquise bouillonner en lui. Il réfléchit au long processus de drainage qui a duré toute la nuit, surpris par sa durée. Conscient de sa transformation en empereur magique dans le corps de Zhuo Fan, il expérimente ses capacités magiques, conjurant une lumière brillante qui oblitère une grande pierre sur son chemin. Ravi de sa force immense, il envisage son prochain mouvement, se remémorant son désir de se venger de Zhao Cheng pour sa trahison et promettant de dévaster la Terre Sainte à son retour. Préparé pour sa mission, il commence à sauter d'arbre en arbre, s'émerveillant de la restauration complète de son corps, atteignant désormais le 5e niveau de puissance. Cependant, il reconnaît que retourner à la Terre Sainte nécessitera un temps et des efforts considérables. Perdu dans ses pensées, il est brusquement interrompu par une activité à proximité. Observant un groupe d'individus armés d'épées, comprenant un homme et une fille prêts à engager le combat, il se demande ce qui se passe. L'homme accuse avec colère la famille Luo de traîtrise et de tromperie, se présentant comme Pang Tongling, le gardien en chef de la famille Luo. En face de lui se tient un homme plus âgé avec plusieurs gardes, avertissant Pang de rester en dehors des affaires qui ne le concernent pas. Cet homme est Sun Guanjia, un serviteur de la famille Luo. La fille, accompagnée d'un jeune garçon, déclare hardiment que la technique martiale Hui Longzang appartient à la famille Luo, et qu'elle ne l'abandonnera pas, même face à la mort. Le jeune garçon déterminé jure de tuer leurs adversaires et exhorte sa sœur à ne pas le retenir. L'empereur magique Zhuo Fan observe la scène qui se déroule, réalisant que la famille Luo est en péril face à des bandits. Soudain, il ressent une étrange sensation dans son cœur, choqué par une connexion inattendue de son nouveau corps avec la famille Luo. Confus par ses émotions, il décide de quitter les lieux. Alors qu'il prend son envol, une douleur vive traverse sa poitrine, le laissant perplexe. Il lève son épée dans les airs, tentant de comprendre le tumulte en lui. Son cœur souffre d'une douleur inhabituelle, et il tombe au sol, se demandant si cela est dû à son entraînement. Son visage se tord dans l'angoisse, alors qu'il se demande si son corps est adapté à la magie. Assis en position de yoga, il réalise que son corps reste en forme et sa respiration régulière. Mais la douleur persiste, le laissant se demander ce qui se passe exactement. Soudain, il entend à nouveau une voix. Il s'envole vers elle, désormais certain que sa douleur se dissipe en voyant les expressions de la famille Luo. Il plonge profondément dans ses pensées, comprenant que partir déclenchera à nouveau des douleurs thoraciques. Il réalise que c'est la magie de son cœur. Les pratiquants exposés à la magie sont maudits, incapables d'agir librement selon leurs désirs, et briser la malédiction mène à la mort. L'empereur magique Zhuo Fan prend conscience de cela et décide de fusionner ses souvenirs avec ceux du garçon Yuan pour comprendre comment fonctionne la magie du cœur. Dans ses souvenirs passés, il y a une maison où le père de Zhuo Fan meurt en protégeant la famille Luo. La famille Luo prend soin de Zhuo Fan comme de leur propre enfant. Une dame le protège d'un homme nommé Oncle Pang, qui ne lui veut aucun mal.
Oncle Pang aime Zhuo Fan et lui dit qu'il est encore trop faible pour protéger la famille Luo, mais qu'il lui enseignera des compétences de combat de base. Zhuo Fan semble heureux et déterminé à travailler dur, désirant protéger mademoiselle et la famille Luo. Une bataille éclate entre la famille Luo et des bandits, engloutissant les environs dans le feu et les cris, tandis que tout le monde appelle à la protection du jeune maître. Les parents de Lady Luo sont tués, et les bandits ne montrent aucune pitié, détruisant tout. L'air est lourd de guerre et de sang alors que Zhuo Fan est blessé et au bord de la mort aux mains de sa jeune maîtresse. Elle le tient, s'inquiétant pour sa propre sécurité, et l'exhorte à partir avec le jeune maître pour survivre. Zhuo Fan pleure désespérément, haïssant sa propre faiblesse de ne pas pouvoir protéger la famille Luo. Ces souvenirs représentent les luttes de vie ou de mort du jeune Zhuo Fan. L'empereur magique Zhuo Fan possède maintenant tous les souvenirs de son nouveau corps et réalise qu'il doit protéger la famille Luo pour éviter que son corps ne souffre. Se tenant agressivement, il accepte son rôle d'empereur magique, lié à servir cette petite famille pour le reste de son existence. Il admet que tuer serait plus facile, mais il n'a pas le choix. Dans un accès de rage, il donne un coup de poing violent à un arbre, mettant la famille Luo en danger. La force de son coup alerte tout le monde. Un des gardes crie, se demandant qui est là. La jeune fille suppose que quelqu'un est peut-être là pour aider, bien qu'elle ait peu d'espoir pour un sauvetage rapide. Zhuo Fan s'avance, suggérant qu'ils remettent les arts martiaux spirituels pour sauver leur vie, tentant de faire comprendre qu'il ne souhaite pas perdre la vie de la famille Luo. Le jeune garçon et la jeune fille sont stupéfaits par son apparence, la jeune fille le regardant avec incrédulité, comme s'il était mort lors du combat. Il lui dit que c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Tout en pensant que le plus faible parmi les bandits est au 6e niveau, les bandits se moquent de lui, bavardant et osant parler parce qu'il a été esclave dans la famille Luo. Ils rient de lui. Tandis que l'empereur magique Zhuo Fan considère l'immense écart entre eux et sa force actuelle, il sait que ce sera une bataille de vie ou de mort. La jeune fille et maître Pang le regardent étrangement. Pang l'appelle stupide, et le jeune garçon de la famille Luo est déterminé à le punir pour ses actions. Tout le monde devient en colère contre sa position. L'empereur magique Zhuo Fan demande pourquoi il ne veut pas leur donner les arts martiaux, affirmant que la famille est déjà au bord du gouffre et qu'ils n'ont plus besoin de se défendre. Il pense que c'est le seul moyen pour lui de les aider. La jeune fille crie, lui disant de partir et d'arrêter de dire des absurdités. Sun Guanjia apprécie la confrontation, exprimant qu'il veut toujours sauver Zhuo Fan. La jeune fille s'adresse à Sun Guanjia, lui demandant de le laisser partir. Sun Guanjia ordonne alors à ses gardes de tuer l'empereur magique Zhuo Fan et ensuite tout le monde, à moins qu'il ne se rende. Il fait signe à ses gardes d'avancer et de tuer Zhuo Fan. L'empereur magique Zhuo Fan se prépare à activer son 6e niveau et doit vaincre son adversaire. Le garde lève son épée, lançant un avertissement sévère à l'empereur magique Zhuo Fan, alors qu'il s'approche de sa tête et murmure de manière sinistre que la mort l'attend. Imperturbable, l'empereur magique Zhuo Fan sourit à son adversaire et attaque rapidement. Il se tourne rapidement, désarme son adversaire, attrape l'épée dans les airs et, avec de la rage dans les yeux, tranche son ennemi en deux, le tuant d'un seul coup. Le sang gicle du corps du garde, laissant tout le monde présent dans un silence stupéfait, émerveillé par l'immense pouvoir de Zhuo Fan. Sans hésitation, Zhuo Fan se retourne, son attention inébranlable alors qu'il détermine son prochain mouvement. Il sprinte vers la dame, la saisissant rapidement ainsi que l'enfant, laissant tout le monde autour d'eux stupéfait. Son seul objectif est d'assurer leur sécurité. Oncle Pang regarde avec incrédulité alors que tout le monde au sol reste figé, désireux de les poursuivre. Cependant, Pang et ses sbires retiennent leur force d'avancer. Sun Guanjia bouillonne de colère, observant l'empereur magique Zhuo Fan démanteler tous ses plans, jurant de broyer ses os une fois qu'il aura capturé Zhuo Fan. L'empereur magique Zhuo Fan court aussi vite qu'il le peut pour protéger la famille Luo. Alors que le soleil se couche à l'horizon, la dame crie, suppliant l'empereur magique Zhuo Fan de la libérer. Elle désire retourner sauver les gardes de la famille Luo, tandis que le jeune garçon lui dit de laisser partir sa sœur, le traitant de chien esclave pour ses actions. L'empereur magique Zhuo Fan s'arrêta brusquement, jetant violemment la dame sous un arbre. Elle persistait dans son désir de retourner, refusant de laisser les gardes périr pour le bien de la famille Luo. L'empereur magique Zhuo Fan répondit qu'elle était libre de partir, mais qu'elle manquait de force pour vaincre leurs ennemis.
Il l'avertit que des poursuivants étaient sur leurs traces et que retourner entraînerait leur mort. Le jeune garçon, furieux, interpella Zhuo Fan, lui demandant comment il osait parler ainsi à son maître et ordonner leur retour. Zhuo Fan le prévint qu'il le disciplinerait s'il continuait à mal se comporter. L'agressivité du garçon s'intensifia et il cria encore plus fort. En réponse, Zhuo Fan lui sourit malignement, ce qui surprit le jeune garçon. Puis, Zhuo Fan le punit en lui administrant quelques gifles. Choqué par cette action, le garçon se précipita vers sa sœur, également étonné par le comportement de Zhuo Fan. Il expliqua calmement que c'était une punition mineure et suggéra qu'il vaudrait peut-être mieux que ce jeune maître périsse aux mains des bandits. Il demanda ensuite s'il y avait un endroit de cachette à proximité. La jeune fille l'informa d'une forêt brumeuse à l'ouest, parsemée de plusieurs fermes dans la plaine, mais sans aucun endroit de dissimulation. Elle mentionna la montagne du vent noir, notant que même les bandits pourraient en être conscients. L'empereur magique Zhuo Fan leur ordonna de s'y rendre, lui demandant de protéger son frère à l'avant. Elle le fixa avec colère, exigeant mentalement qu'il reste jusqu'à ce qu'elle résolve la situation, exprimant son souhait de le punir. La nuit tombée, les enveloppant dans l'obscurité et le brouillard, la jeune fille expliqua qu'ils étaient dans la forêt brumeuse, où le brouillard persistait depuis des années, rendant l'entrée et la sortie difficiles. Ils se tenaient devant une falaise dans la forêt. Elle ajouta que pendant des décennies, aucune des deux parties n'avait agi. Son père lui avait dit que le chef de la montagne du vent noir était redoutable, pas plus faible que lui-même. Soudainement, des bandits lancèrent une attaque. Elle ressentit de la tristesse en racontant cela. L'empereur magique Zhuo Fan sourit, intrigué par l'endroit. La dame demanda à Zhuo Fan d'accompagner l'enfant, promettant de distraire les bandits. Mais il refusa. Au lieu de cela, il l'exhorta à continuer avec eux, prétendant ne pas connaître le terrain. Il ajouta que si elle ne se joignait pas, il ne protégerait pas l'enfant et menaça de le tuer. L'enfant cria avec colère contre lui, tandis que la dame le tenait. Zhuo Fan lui dit que s'il retournait, il serait dans la même situation qu'avant, l'exhortant à prendre soin de sa vie, qui avait été sauvée par ces hommes. Zhuo Fan rappela habilement à la jeune fille que sa vie avait de la valeur pour lui. Il lui assura qu'il détruirait les bandits et Sun Guanjia. La dame fut stupéfaite par ses intentions et cria en retour, affirmant qu'il ne pouvait pas vaincre Sun Guanjia, qui possédait le pouvoir du Qi ainsi que 4 autres individus puissants. Le garçon cria à nouveau, le qualifiant de chien esclave avec fureur. L'empereur magique Zhuo Fan resta calme alors que la dame tentait de le convaincre que même avec le pouvoir tonique, il ne pouvait pas les vaincre. Elle lui demanda ce qu'il pouvait faire maintenant. Zhuo Fan répliqua que ces ordures ne pouvaient rien contre lui et n'arrivaient même pas à sa cheville. Puis, il leur demanda s'ils pouvaient aussi suivre son conseil et se rendre. Il leur demanda ce qu'elle comptait faire. Avec confiance, il exigea qu'elle remette la pierre spirituelle, affirmant que le dernier espoir reposait entre ses mains et qu'elle était impuissante à se battre alors qu'il souriait malicieusement. La jeune fille le fixa avec intensité, enlevant une bague et la lançant vers lui, déclarant qu'il s'agissait d'un trésor familial. Zhuo Fan attrapa la bague, et la dame l'avertit de ne pas mentir, menaçant de l'empêcher de partir. Zhuo Fan lui ordonna de rester sur place et d'attendre avant d'avancer dans la forêt. La jeune fille perçut son arrogance nouvellement acquise. Le garçon pressa sa sœur de lui donner une leçon, car il était devenu extrêmement arrogant. La jeune fille lui tapota doucement la tête, l'appelant Yunhai. Elle expliqua que bien que l'esclave puisse ne pas les respecter, il les aidait, croyant être supérieur à ceux qui ne faisaient rien, et restait silencieux. Dans ses pensées, elle réalisa que quelque chose avait changé chez Zhuo Fan, car il avait considérablement évolué. La forêt était dense avec de grands arbres et un ciel vide, avec un large agencement naturel visible. L'empereur magique Zhuo Fan remarqua qu'il était dommage que les gens ordinaires ne puissent pas réaliser de tels exploits et déclara son intention de le transformer en une seconde montagne Tian. Il fixa alors que 9 portes fantômes éloignées s'ouvraient. Tenant la bague dans sa main, elle scintillait alors que le quatuor d'esprits maléfiques approchait. Il l'activa et plaça la bague sur le sol, libérant une explosion de lumière. La jeune fille et l'enfant, se tenant loin, furent stupéfaits alors que toute la falaise et la forêt étaient baignées de vagues de lumière violette. Elle observa l'agencement s'estomper. L'empereur magique Zhuo Fan revint, ce qui poussa la dame à crier après lui, exigeant de savoir ce qui s'était passé et comment il avait fait. Zhuo Fan répondit calmement qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter.
Il demanda à le suivre, affirmant qu'il lui apprendrait des chaînes magiques et d'autres sorts pour qu'elle puisse les tuer. La dame et l'enfant furent choqués par son plan pour les vaincre. Zhuo Fan expliqua que la méthode de l'agencement était plus précieuse que n'importe quelle technique ou art martial au monde. Il révéla que l'agencement de premier niveau était utilisé comme le mystère de la famille Zhongmen. En marchant ensemble, elle réfléchit profondément, réalisant que même l'agencement de premier niveau contenait des centaines de milliers de pierres spirituelles, inestimables. Elle se demanda comment Zhuo Fan avait réussi cela, alors qu'il n'était qu'un esclave ordinaire. Elle lui demanda comment il avait accompli cela. L'empereur magique Zhuo Fan la rassura de ne pas s'inquiéter, promettant de tout lui enseigner mais insistant pour qu'elle attende que les bandits soient morts. La dame le regarda avec incrédulité. Quelques instants plus tard, alors que la lune brillait dans le ciel nocturne, quelqu'un leur dit que la dame et Zhuo Fan continuaient vers la forêt de Fai. Pang, toujours sous le contrôle de Sun Guanjia, exigea qu'il le tue, sinon il vengerait ceux qui étaient morts. Sun Guanjia sourit et informa Pang qu'il le prenait en otage, promettant de satisfaire la demande de Pang en son nom. Sun Guanjia ordonna ensuite à Pang de montrer le chemin vers la forêt brumeuse, soulignant l'importance d'observer la loyauté de la dame envers lui, sachant qu'elle ne pouvait pas abandonner Pang. Pang protesta, affirmant qu'il ne devait pas être utilisé comme levier pour menacer la dame. Soudain, leur attention fut attirée par quelqu'un assis sous un arbre. Ils furent stupéfaits de réaliser que c'était Zhuo Fan, qui semblait beaucoup plus grand et puissant. Zhuo Fan annonça calmement qu'il les attendait depuis longtemps. Sun Guanjia reconnut le pouvoir de Zhuo Fan pour l'affronter et ordonna immédiatement à sa garde de le tuer. Un garde chargea vers Zhuo Fan avec une épée, tandis que Zhuo Fan restait assis sous l'arbre, apparemment indifférent à la menace imminente. Le garde leva son épée, prêt à frapper et à tuer l'empereur magique Zhuo Fan. Zhuo Fan resta immobile, déclarant calmement que la dame et l'enfant avaient été paralysés et étaient maintenant sous son contrôle. Sun Guanjia fut choqué et ordonna aux gardes d'attendre, arrêtant l'épée avant qu'elle n'atteigne le cou de Zhuo Fan. Il questionna Zhuo Fan pour savoir si ses affirmations étaient vraies ou de simples mensonges, doutant qu'il soit réellement paralysé et sous le contrôle de Zhuo Fan. L'empereur magique Zhuo Fan proposa un marché et se leva. Sun Guanjia, intrigué, demanda les détails de l'accord. Zhuo Fan demanda une garantie pour son avenir et déclara qu'il les tiendrait entre ses mains. Sun Guanjia s'approcha de lui, questionnant pourquoi Zhuo Fan trahissait la famille Luo. Zhuo Fan répondit en riant, posant la même question à Sun Guanjia et exprimant sa curiosité. Sun Guanjia n'apprécia pas sa réponse. Zhuo Fan continua, soulignant que les gens ne pouvaient pas continuer à se détruire en vainquant Luo. Il affirma qu'il ne pouvait pas reconstruire une famille avec la force d'une seule personne. Il s'éloigna, déclarant qu'échanger leur vie pour son meilleur avenir était du bon sens, et se demanda pourquoi il chercherait la mort. Il tenait une corde rouge dans sa main, expliquant que la dame et l'enfant étaient à l'autre extrémité, mais qu'il y avait de nombreux détours entre les deux. Il utilisa la corde comme guide pour naviguer à travers la forêt. Puis, il la donna à Sun Guanjia, l'exhortant à être prudent et à suivre son chemin pour les atteindre. Sun Guanjia trouva l'idée intéressante, croyant que cela pourrait être un moyen efficace d'atteindre la dame et l'enfant et de traverser la forêt. Ils se sourirent mutuellement. Sun Guanjia considéra le plan de Zhuo Fan et conclut un accord avec lui, bien qu'il restât quelque peu confus. Zhuo Fan le rassura qu'il était honnête. Sun Guanjia admit devant tout le monde qu'il ne faisait pas confiance à Zhuo Fan. Zhuo Fan le regarda sans dire un mot. Et ils rirent tous les deux de la situation, alors qu'ils commençaient à marcher vers la forêt. Cependant, des doutes commencèrent à surgir quant à la trahison de Zhuo Fan envers eux tous. La voix de Pang pouvait être entendue dans l'air, accusant agressivement Zhuo Fan de tromper la famille Luo et le qualifiant de chien esclave. Pang avertit Zhuo Fan qu'il le maudirait même s'il mourait. Soudain, Zhuo Fan s'arrêta, ce qui poussa Sun Guanjia à s'enquérir de la raison. Il demanda à Zhuo Fan si c'était ici qu'il les avait laissés. Zhuo Fan révéla qu'il l'avait amené à Hangquan, un endroit où il rencontrerait sa mort, déclarant cela avec une lueur de vengeance dans les yeux. Sun Guanjia devint furieux et tenta d'attaquer Zhuo Fan, mais il disparut dans les arbres, laissant des morceaux de bois derrière lui comme une technique de substitution. Sun Guanjia, choqué, ordonna à ses compagnons de trouver un moyen de revenir. Réalisant que la corde rouge avait été coupée et que Pang avait également disparu, il comprit qu'il avait été trompé. Consumé par la colère d'être tombé dans le piège de Zhuo Fan,
Sun Guangjia frappa le sol avec force. Il croyait fermement que la forêt mystérieuse ne pouvait pas le piéger. Et, déterminé à tuer Zhuo Fan une fois capturé, il cria dans l'air. Soudain, une voix émergea, proclamant qu'il ne pouvait pas être tué, ce qui choqua tous les présents. Ils virent la brume se transformer en une teinte rouge. Sun Guangjia guida ses compagnons à rester vigilants et à regarder autour d'eux. Mais, à leur grande surprise, personne n'était à trouver. C'était comme s'ils avaient disparu, n'ayant jamais existé. Réalisant qu'ils étaient tombés dans une matrice magique, Sun Guangjia fut surpris. Avec la matrice magique active, Zhuo Fan et la jeune fille se tenaient ensemble. La dame nota que tout le monde avait disparu un par un, y compris Pang qui avait été sauvé. La jeune fille, curieuse de ses plans, s'enquit de la prochaine étape. Il s'approcha d'elle, déclarant que son prochain mouvement était de l'aider. Prenant sa main qui tremblait légèrement, elle n'était pas consciente de ses actions. Zhuo Fan lui demanda de ne pas bouger, la maintenant par derrière, la rendant mal à l'aise et timide. Il lui conseilla de rester concentrée et plaça sa main sous la bague dorée sur le sol. Elle ressentit une puissance extraordinaire émanant de celle-ci. Ils concentrèrent tous deux leur énergie, et il lui ordonna d'éliminer leurs ennemis. Ils lancèrent leur attaque, provoquant une explosion de lumière qui stupéfia tout le monde. Une ombre sombre et forte enveloppa le ciel, et des lumières vertes intenses entourèrent tout. Les gardes présents furent choqués par le spectacle. Une ombre verte attaqua l'un des gardes, le tuant instantanément. L'un des gardes, voyant cela, se mit à suer comme un porc. Sans se retourner, il hurla de toutes ses forces et courut pour tenter de s'échapper, mais fut abattu par l'assaut. Sun Guangjia, témoin de cela avec peur, vit une des ombres vertes foncer dans sa direction. Il tenta de riposter, traitant notre protagoniste de tous les noms, mais l'ombre verte l'attaqua également. L'ombre entra dans sa main, le faisant hurler de douleur. Il tomba au sol, le sang coulant de son corps, blessé, et questionna Zhuo Fan sur sa véritable identité. Zhuo Fan, se tenant dans l'obscurité, répondit calmement, lui ordonnant d'aller en enfer et d'informer le roi des enfers à son sujet. Alors que Zhuo Fan exécutait sa magie, il annonça que les affaires terrestres retourneraient à leurs origines, que la terre reprendrait le sol, que les esprits tueraient et que la caverne lui reviendrait. Répétant à haute voix « Retour », un éclat de lumière brillante éclata. La jeune fille fut éblouie par l'intensité de la lumière et devint anxieuse, réfléchissant à des manœuvres tactiques et craignant d'avoir perdu le contrôle de la matrice. Zhuo Fan, maintenant au sommet de son pouvoir, agita les bras joyeusement pour canaliser encore plus de force. Il se transforma en la grande hérésie décisive, atteignant le 7e niveau, puis se préparant à avancer vers le 8e, et enfin atteignant le 9e niveau de pouvoir. Atteignant ce stade spectaculairement redoutable, il savourait intensément le moment, atteignant le sommet convoité du pouvoir, alors que des voix de jubilation résonnaient autour de lui. La magie originale de l'assassinat avait été épuisée, rendant son pouvoir inestimable. Pourtant, avec chaque percée comme celle-ci, ses réalisations devenaient de plus en plus précieuses. Se tenant au milieu d'une explosion alimentée par ses propres énergies, il était pleinement manifesté avec tous ses pouvoirs. Il consolida tous les niveaux de pouvoir et émergea calmement du chaos, marchant pensivement. Cette fois, sa percée dépassait la précédente, son pouls s'élargissant et l'énergie concentrée dans ses points d'acupuncture triplant le niveau de force normale. Alors que le soleil se levait, il faisait face à la lumière du soleil, sentant qu'il avait réalisé une percée significative et qu'il devait maintenant pratiquer les arts martiaux. La dame, son frère et Pang s'approchèrent de lui, s'enquérant de son emplacement et de la manière dont la matrice avait soudainement échappé à tout contrôle. Ils étaient curieux de la brume disparue. L'empereur magique Zhuo Fan expliqua que le Lin Xin était probablement trop petit, ce qui avait causé le dysfonctionnement de la matrice. Il mentionna également qu'il avait vérifié si Sun Guangjia et les autres étaient morts, et heureusement, personne ne s'était échappé. Ensuite, Pang s'approcha de lui, tandis que la jeune fille réfléchissait à la situation. Zhuo Fan devint nerveux à l'approche de Pang. Celui-ci s'agenouilla devant l'empereur magique Zhuo Fan, surprenant tout le monde, et avoua qu'auparavant, il l'avait maudit à cause de ses actions, sans réaliser qu'il leur tendait un piège. Il supplia Zhuo Fan de le réprimander ou de lui couper la tête si nécessaire, ce qui prit Zhuo Fan par surprise. À ce moment-là, Zhuo Fan réfléchit à la loyauté de Pang, rappelant la dévotion de Zhao Cheng, et décida de ne pas tomber à nouveau dans le même piège. Le relevant respectueusement,
Il expliqua que Pang était le chef de la garde de la famille Luo, et lui un serviteur, donc il n'osait pas le punir. De plus, il ajouta que cette fois, ils avaient vaincu leurs ennemis avec l'aide de mademoiselle. Pang fut ravi d'entendre cela, tandis que mademoiselle considérait comment elle avait aidé dans la situation. Elle accepta légèrement l'appréciation. Pang rugit triomphalement, disant que Dieu bénisse la famille de mademoiselle Luo Yunchang. Et maintenant qu'ils avaient le pouvoir de la fraternité, l'essor de la famille Luo était imminent. Maintenant, Zhuo Fan se tourna vers mademoiselle, lui demandant quel était son nouveau plan puisque d'autres menaces les attendaient. Pang contribua en déclarant que leur plan initial était de protéger mademoiselle pendant qu'elle se rendait chez la famille Kai en ville. De plus, il expliqua que le fils du chef de la famille Kai épouserait leur dame. Zhuo Fan s'enquit de l'emplacement de la famille Kai dans la ville, réfléchissant que s'il pouvait offrir la famille de mademoiselle Luo Yunchang à eux, peut-être que la magie de la volonté et du cœur se dissiperait, le libérant. Il décida d'aller chez la famille Kai avec l'intention de revenir. L'histoire se déplaça à l'intérieur d'un château avec une lumière de bougies vacillante. Un homme était assis sur une chaise tandis qu'un autre s'inclinait devant lui. L'homme sur la chaise s'enquit de Sun Guanjia, et l'autre répondit que Sun Guanjia avait échoué et qu'ils étaient maintenant à Feng City. L'homme assis sourit et ordonna à l'autre de les surveiller. L'homme acquiesça joyeusement et s'éloigna. Le jeune homme qui était assis se leva, s'approchant d'une pièce sombre où son maître était allongé sur un lit, tremblant comme s'il voulait faire quelque chose mais sans le pouvoir. Le jeune homme s'adressa à lui avec confiance, déclarant que l'ancien ami de son maître l'attendait déjà. Il continua, déclarant qu'ils enverraient le maître et ses frères se réunir jusqu'à ce qu'ils obtiennent la paume du dragon rentrant, riant aux éclats, alors que son maître le regardait avec du sang dans les yeux. Zhuo Fan et ses compagnons arrivèrent à Feng City, où Linné pointa quelque chose au loin. Peng remarqua que c'était la première visite de Zhuo Fan à Feng City, tandis que ce dernier pensait que cela ne semblait pas très différent d'un petit village. Alors qu'ils discutèrent de leur prochain mouvement, ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient pas approcher directement la famille Kai. Zhuo Fan et Yi décidèrent de procéder et de les rencontrer d'abord, promettant de récupérer les autres plus tard. Malgré quelques hésitations initiales, ils acceptèrent de compter sur l'assistance de la famille Kai. Ils réfléchissaient aux répercussions potentielles d'une approche directe de la famille Kai, craignant des accusations d'impolitesse. Ils choisirent de se reposer dans une auberge à proximité pendant que le reste du groupe avançait. Zhuo Fan exprima son désir d'explorer la ville avant de les rejoindre plus tard. Le jeune garçon, pointant du doigt Zhuo Fan, l'interpella en lui disant qu'il était dans cette ville grâce à sa sœur. Confiant, il ajouta qu'il devait attendre que son beau-frère arrive pour le respecter, sinon il allait l'éduquer comme il se devait. En réponse, Zhuo Fan lui donna un coup de pied aux fesses, affirmant qu'il n'avait pas besoin d'attendre son frère et qu'il pouvait le dompter sur le champ. Surprise, la jeune fille lui demanda pourquoi il était si puéril. Zhuo Fan lui rétorqua que c'était son frère qui avait commencé. Puis, se retournant, il ajouta que si elle trouvait cela disgracieux, elle pouvait toujours se débarrasser de lui, surprenant la jeune fille qui resta silencieuse un instant. Un peu plus tard, alors qu'il se promenait dans la ville, Pang lui fit remarquer que c'était quand même son maître, et lui demanda pourquoi il lui avait donné un coup de pied aux fesses. Zhuo Fan lui dit de la fermer. Mais l'attention de Zhuo Fan fut attirée par quelqu'un affirmant que le jade était une contrefaçon. Le vendeur affirmait que le jade était réel et le plus beau qu'il ait rencontré, reprochant à la dame de ne rien connaître au jade. La dame, élégamment vêtue, engagea une dispute sur l'authenticité du jade, affirmant qu'elle savait que c'était faux. Le vendeur, amusé, contesta son affirmation, se demandant comment elle pouvait distinguer le vrai du faux après l'avoir vu une seule fois. Il gronda tout le monde pour écouter, ridiculisant la situation. La dame maintint fermement sa position, affirmant qu'elle avait cette capacité de savoir. Le vendeur exhorta mademoiselle à partir rapidement et à éviter toute interférence supplémentaire. Mais une voix indifférente proclama avec confiance que le jade était faux, surprenant le vendeur et la dame. Zhuo Fan déclara qu'il avait un moyen de le prouver et acquiesça à la déclaration de la mademoiselle. Le vendeur, perplexe, cria, demandant d'où venait Zhuo Fan et quel droit il avait de dire que ces pierres étaient fausses. Il ajouta agressivement qu'aucun de ces jades n'était une contrefaçon. Zhuo Fan, persistant à chercher la vérité, proposa une démonstration pour prouver son point. Rassemblant une foule, il présenta un liquide contenant du soufre et des sédiments communs dans la région, expliquant que tremper le faux jade dans celui-ci révélerait son authenticité. À contre-cœur,
Le vendeur accepta et plaça le jade dans le liquide. À la grande surprise de tous, le jade devint immédiatement rouge au contact, choquant le vendeur et laissant la foule émerveillée. Zhuo Fan expliqua que le jade était un clone, ce qui expliquait sa réaction, exhortant le vendeur à reconnaître la vérité et à accepter que la dame avait raison. Embarrassé, le vendeur réalisa que sa tromperie avait été exposée. La dame confirma que le faux jade équivalait à 3 pierres spirituelles. Soudain, une pierre frappa le vendeur à la tête, lui causant douleur et colère alors qu'il exigeait de savoir qui l'avait lancé. Au milieu du chaos, la foule commença à renvoyer les jades qu'elle avait achetés, exigeant des remboursements et accusant le vendeur de mentir. Enragé, le vendeur jura de punir Zhuo Fan, dirigeant sa colère vers lui. La dame s'approcha de Zhuo Fan, reconnaissant son habileté et admettant qu'elle savait que le jade était faux, mais ne savait pas comment le prouver. Zhuo Fan répondit en mentionnant son expérience dans de telles affaires, déclarant qu'il avait demandé à la dame plutôt si elle voulait acheter le jade malgré son coût de 3 pierres spirituelles. La dame répondit doucement qu'elle voulait seulement révéler la vérité et n'avait pas l'intention de l'acheter. Elle s'éloigna, laissant Zhuo Fan et Pang intrigués par sa présence mystérieuse. Zhuo Fan réalisa que les yeux de la dame détenaient un regard puissant et se sentit chanceux d'avoir vécu une telle situation. Il ordonna à Pang de retourner à l'auberge et de lui prêter 10 pierres spirituelles, ce qui surprit ce dernier. Mais quelques instants plus tard, Pang les fournit à contre-cœur. Peu de temps après, alors que Zhuo Fan marchait dans les rues de la ville, il repéra le vieux caché derrière un arbre en l'attendant. Voyant qu'il avait été repéré, le vieil homme l'appela. Zhuo Fan se précipita vers lui en déclarant qu'il l'avait enfin trouvé. Le vendeur questionna agressivement pourquoi Zhuo Fan était là, comment il osait venir derrière lui et lui demanda s'il n'était pas effrayé de lui. Zhuo Fan répondit que sa famille avait besoin de jade pour un petit projet commercial et qu'il souhaitait les acheter au vendeur, offrant 10 pierres spirituelles en échange. Surpris du montant, le vendeur s'interrogea sur les raisons pour lesquelles Zhuo Fan voulait acheter les jades s'il savait qu'elles étaient fausses. Il ajouta que la dame avait dit que cette pierre ne valait que 3 pierres spirituelles. Zhuo Fan expliqua que même si le jade était faux, il avait toujours de la valeur car il pouvait le revendre à un prix plus élevé. Le vendeur comprit l'intention de Zhuo Fan, mais se souvenait de la perte qu'il avait subie à cause de lui, déclarant que 10 pierres spirituelles ne suffisèrent pas comme compensation. Zhuo Fan demanda combien le vendeur voulait à la place, et celui-ci exigea agressivement sa vie. Soudain, 4 hommes armés de sabres apparurent, prêts à attaquer Zhuo Fan. Ce dernier réalisa rapidement que le vendeur avait l'intention de le tuer, et se prépara au combat. Le vendeur, furieux, s'écria qu'il devait payer pour avoir détruit son entreprise et devait mourir. Zhuo Fan, dubitatif, lui demanda si son commerce avait réellement été ruiné. Mais le vendeur, sans lui répondre, ordonna à ses hommes de le tuer. Les hommes se précipitèrent derrière Zhuo Fan mais furent choqués par sa force. Zhuo Fan leur dit qu'il n'était pas qualifié pour le tuer, alors que le jade tombait directement dans sa main. Puis, s'éloignant, il déclara qu'ils n'avaient ni fait que chercher leur propre mort, tandis que les hommes, debout jusque-là, commencèrent à tomber au sol, sans vie. Zhuo Fan s'éloigne d'eux, puis arrive à la maison où ils sont logés. À l'intérieur, il ordonne à Pang de fermer la porte et d'empêcher quiconque d'entrer. Pang obéit et sécurise la porte. Maintenant, Zhuo Fan se tient devant le jade, l'examinant de près. Il remarque que la pierre émet une aura sombre et approche sa main pour vérifier. La pierre se met à flotter dans les airs et brille soudainement, émettant une lumière radieuse. Il réalise que ce jade est extraordinaire. Il contient le sang accumulé de milliers de créatures, absorbant l'essence du soleil et de la lune pendant des millénaires. Il possède un équilibre parfait de yin et yang, en faisant un objet précieux pour les cultivateurs de magie. Selon les 9 livres secrets des fées, le sang à l'intérieur du jade peut créer un puissant bébé sanglant, capable de tuer des gens avec du sang maléfique et de cultiver du sang sacré avec des pratiquants. Même les pouvoirs de niveau impérial hésiteraient à l'affronter. Zhuo Fan place le jade sur son poignet, sentant son pouvoir couler dans ses veines. Il réalise que la Terre Sainte pâlit en comparaison du pouvoir qu'il détient maintenant. Se sentant incroyablement chanceux et heureux, il sait qu'il a rencontré un coup de chance cette fois-ci. Alors que la nuit tombe, Zhuo Fan continue son processus avec le jade. Cependant, le processus devient plus puissant, drainant sa force. Il se parle à lui-même, réfléchissant à la nécessité d'infuser du sang frais dans le jade pour pratiquer la technique du bébé sanglant. Il réalise que son propre esprit doit être aussi fort que le sang à l'intérieur du jade alors qu'il déborde d'énergie.
Zhuo Fan devient confus, réalisant qu'il ne lui reste pas beaucoup de sang et que perdre trop pourrait être dangereux. La dizziness le submerge, le poussant à se demander s'il doit continuer. Il se demande s'il peut utiliser du sang de fée pour le bébé sanglant, et se demande si c'est sa seule chance. Le jade reste sur la table devant lui alors qu'il se demande ce qui se passerait s'il abandonnait. Il comprend qu'une fois qu'il a commencé, il doit aller jusqu'au bout. Soudain, une grande quantité de sang jaillit de sa bouche, le laissant mal à l'aise. Il envisage le danger de continuer et se demande s'il doit vraiment abandonner. Si son âme est liée au jade, que signifie ce sang? Les souvenirs de sa vie passée lui reviennent. La voix de ses anciens adversaires résonne dans son esprit, lui rappelant l'empereur magique Zhuo Fan et leur dialogue concernant les 9 livres secrets. Le visage du jeune empereur et les mots du livre sacré résonnent en lui. Il se demande s'ils sont vraiment des méchants qui ne cherchent que leur propre profit. Et le visage du traître Zhao Cheng lui vient à l'esprit. Au milieu de cette lutte intérieure, Zhuo Fan déclare qu'ils veulent tous sa mort, mais souligne qu'il est encore en vie. Il ignore la notion de défense et remet en question l'essence de la sainteté. Réfléchissant à sa véritable identité, Zhuo Fan se proclame à la fois empereur magique et empereur démon. Serrant le jade de toutes ses forces, il réfléchit à ce qui lui manque en lui-même et réalise qu'il doit le récupérer. Reconnaissant la nécessité de détruire le jade alors qu'il brille, il est stupéfait de le tenir enfin, ayant atteint son objectif. Élevant le jade haut, il se déclare héros démon céleste, rayonnant de fierté et de vigueur. Il décide de faire appel à l'une de ses techniques, enveloppant la pierre dans une aura sombre. Cela fait exploser la pierre en plusieurs petits morceaux. Ses yeux deviennent rouges, hurlant de douleur alors qu'il fusionne avec le bébé sanglant. Réussissant à le créer, il se réjouit de son accomplissement, reconnaissant que cela marque le début de l'existence du bébé sanglant. Réfléchissant à la facilité avec laquelle il a implanté le bébé sanglant, conscient de sa présence en lui, il décide de la prochaine série d'arts martiaux qu'il maîtrisera et développera. Le lendemain matin, au lever du jour, alors que Pang surveille encore la porte, Zhuo Fan sort de sa chambre et rencontre Pang, s'enquérant du résultat de la mission. Pang mentionne que Kai est venu pour leur rappeler leurs responsabilités. Zhuo Fan interroge Pang sur les raisons pour lesquelles il a gardé la porte pendant 10 jours. Pang répond qu'il l'a fait pour empêcher quiconque de déranger Zhuo Fan. Zhuo Fan exprime sa gratitude pour le travail assidu de Pang, et Pang est ravi de cette reconnaissance. Offrant son aide, Pang suggère qu'ils se dépêchent, car ils ne peuvent pas faire attendre la jeune dame et le maître. Zhuo Fan se demande pourquoi Pang n'a pas questionné ses activités au cours des 10 derniers jours. Pang pense que c'est l'affaire de Zhuo Fan et que cela ne le regarde pas, assurant à Zhuo Fan qu'il le lui dira au bon moment. Il presse Zhuo Fan de rejoindre rapidement la jeune dame et le maître, qui ont attendu. Zhuo Fan réfléchit à la confiance inconditionnelle qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Maintenant, ils se tenaient devant une grande maison dans la ville de Feng. Alors que Zhuo Yifan admirait la beauté de la maison, ils furent arrêtés par des gardes armés d'épées qui les avertirent de ne pas s'approcher des résidents de la famille Kaifu. Pang se présenta comme le gardien de la famille Luo et introduisit Zhuo Yifan comme le majordome de la famille. Intérieurement, Zhuo Yifan nota qu'il n'était pas vraiment un serviteur de la famille Luo. Pang murmura à Zhuo Yifan que Kai Jalai l'avait présenté ainsi il y a quelques jours. Zhuo Yifan le félicita mais se demanda comment un expert en magie démoniaque comme lui avait pu devenir le majordome d'une famille modeste. Néanmoins, Zhuo Yifan ressentit l'attitude peu amicale des gardes et douta de la fiabilité de la famille Kaifu, s'inquiétant de leur traitement cruel envers la jeune dame et le maître. Un des gardes leur fit remarquer qu'ils pensaient qu'ils étaient la 3e personne de la famille Luo. Un autre ajouta qu'il y avait 2 autres escrocs qui venèrent de mentir et les invita à entrer. Pang fit remarquer avec agressivité que les gardes n'offraient même pas la moindre hospitalité, mais il fut interrompu par Zhuo Yifan, qui lui tira le bras, ce qui le surprit. Zhuo Yifan pensait que l'attitude de ses subordonnés reflétait celle de leur maître. Il les traitait ainsi, et il était à prévoir que la dame fasse de même. Peut-être que la famille Kaifu n'était plus un endroit en qui l'on pouvait avoir confiance. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'endroit où ils avaient laissé des dispositions pour la famille Luo, Pang, indigné, s'écria qu'il était vraiment problématique de voir comment la famille Kai traitait la jeune dame et le maître de cette façon, trouvant cela tellement cruel et regrettant l'absence totale d'hospitalité. Zhuo Yifan lui répondit qu'il ne les traitait même pas comme des humains et les invita à jeter un œil.
Ils découvrirent le jeune maître assis seul sur un canapé dans une pièce. En ouvrant la porte, Pang s'écria le nom de son jeune maître qui se précipita dans ses bras. Zhuo Yifan s'excusa pour son retard et demanda des nouvelles de sa sœur. Le jeune maître expliqua que sa sœur était allée rencontrer son fiancé, et le chef de la famille Kai avait demandé qu'elle revienne et annule le contrat de mariage. Zhuo Yifan devint agité, se sentant personnellement insulté. Il saisit la main du jeune maître, l'exhortant à partir et exprimant son mépris pour la famille Kai. Près du lac, mademoiselle Luo Yunshang se tenait tandis que son fiancé, Shao Tingge, interagissait joyeusement avec une autre fille. La jeune fille de la famille Luo l'appela par son nom, ce qui le fit se retourner agressivement et lui ordonner de ne pas le déranger, laissant entendre qu'il n'y avait plus rien entre eux et que seule la nouvelle fille comptait à ses yeux. La fille affirma que Shao Tingge n'était plus intéressé par mademoiselle Luo Yunshang et la déclara comme sa bien-aimée. Ils éclatèrent de rire à son apparence. Mademoiselle Luo Yunshang prit la parole, lui rappelant qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il annule le mariage, et lui demanda de considérer les souvenirs partagés de leur famille en grandissant ensemble et de les aider dans ces moments difficiles. Cependant, Shao maintint sa position, déclarant que ces problèmes ne le concernaient pas, et se retourna pour partir. Mademoiselle Luo Yunshang l'appela par son nom, reconnaissant qu'ils avaient grandi ensemble, et l'implora de les aider. Shao, sans voix, la regarda avec pitié. Mais la fille intervint, giflant mademoiselle Luo Yunshang et lui ordonnant de rester à l'écart, déclarant qu'elle devait rester loin de son homme, car il lui appartenait. Elle conseilla agressivement à Shao Tingge de s'éloigner de mademoiselle Luo Yunshang à l'avenir. Shao Tingge tenta de calmer la situation, confessant que son cœur appartenait uniquement à la fille arrogante et que tout le reste n'avait aucune importance à ses yeux. Mademoiselle Luo Yunshang devint désespérée, s'inquiétant pour l'avenir de sa famille, et cria ses préoccupations. Zhuo Yifan s'approcha d'elle, lançant une attaque contre Shao Tingge et sa petite amie, les giflant tous les deux sans leur donner le temps de réagir. Ils l'affrontèrent, exigeant de savoir qui il était. Zhuo Yifan les appela un couple de misérables, remettant en question leur audace à lever la main sur sa dame. Mademoiselle Luo Yunshang regardait Zhuo Yifan avec choc et incertitude alors qu'il demandait tous qui il était. Shao Tingge réalisa que la vitesse de Zhuo Yifan était incroyable, le considérant comme un génie comparable à lui-même. Le jeune maître et Pang arrivèrent également sur les lieux. Zhuo Yifan était étonné par sa propre réaction et par la façon dont il avait agi. Lui, le roi démon, qui avait vu des gens souffrir dans ce monde, se demandait pourquoi il avait été touché par le harcèlement d'une jeune fille. Mais la voir ainsi lui faisait mal au cœur. Zhuo Fan comprenait qu'il n'y avait aucune raison de s'accrocher à la douleur, sachant qu'elle pouvait toujours être attribuée à l'ancien propriétaire de ce corps. Ressentant une étrange sensation dans son cœur, il décida de s'occuper de la famille Luo seul. Il sécha les larmes de Yunshang, puis prit sa main, suggérant qu'il parte. Cependant, Yu Fei, la fille, intervint, les avertissant qu'ils ne partiraient pas si facilement après les avoir frappés. Yunshang demanda ce qu'ils voulaient d'eux. Yu Fei exigea que Chan s'agenouille devant elle et lui fasse 3 révérences, pointant spécifiquement Zhuo Fan. Yunshang leur dit que c'était trop demandé. Mais Tingge rétorqua de ne pas s'embarrasser, car s'ils ne s'agenouillaient pas, ils ne pensaient pas qu'ils partiraient de là. Yu Fei les avertit qu'elle ne les laisserait pas partir et mit en garde Yunshang de ne pas risquer la vie de son frère en défiant ses exigences, ce qui choqua Yunshang. Pang cria et protesta. Yunshang leur dit qu'ils devraient s'agenouiller, tandis que Shao Tingge et Yu Fei se réjouissèrent de la situation. Zhuo Fan, furieux, les regarda avec rage dans les yeux. Puis, en un instant, il fonça dans leur direction avec une vitesse surhumaine. Il attrapa leurs 2 visages, les surprenant tous les deux, puis enfonça leur tête dans le sol, créant un énorme trou. Tu Fei le regarda, du sang coulant de son front et souffrant de douleur. Alors Zhuo Fan la regarda comme un déchet au sol. Alors qu'il réfléchissait à s'il devait les tuer tous les deux, il entendit la voix de Yu Fei. Elle lui dit que même s'il la suppliait, elle ne le laisserait pas partir en vie. Mais avant même qu'elle ne finisse ce qu'elle voulait dire, Zhuo Fan lui donna un coup de pied au visage, ce qui l'envoya voler dans les airs. Le jeune maître, l'oncle Pang et Lu regardèrent avec étonnement alors que Zhuo Fan se moquait, croyant qu'il ne méritait pas de s'agenouiller devant lui. Mais la voix de quelqu'un résonna dans l'air, demandant qui osait perturber la famille Kai, surprenant les personnes présentes.
C'était le père de Shao Tingge, ce qui rendit ce dernier super heureux en voyant son père. Le père, ce bâtard, regarda Zhuo Fan sans dire un mot. Et Zhuo Fan aussi le regarda, pensant que c'était donc lui le patriarche de la famille. Shao Tingge pointa Zhuo Fan, révélant que ce dernier l'avait frappé et que maintenant son père se tenait devant lui. Les deux se regardèrent un bon moment, sans dire un mot. Zhuo Fan réalisa que l'homme était au 8e niveau de cultivation. Le père de Shao Tingge fut surpris que Zhuo Fan puisse déterminer son niveau de cultivation d'un simple coup d'œil. Il reconnut que Zhuo Fan avait de bons yeux, puis lui demanda qui il était. Zhuo Fan lui répondit qu'il était le majordome de la famille Luo, surprenant le chef de la famille Kai. Il pensa qu'il avait entendu dire que la famille Luo recrutait un nouveau majordome, mais ne s'attendait pas à ce que Zhuo Fan soit si jeune et mystérieux. Il conclut qu'une force extérieure soutenait désormais Zhuo Fan et qu'il n'avait plus besoin d'avoir peur. Mais Yu Fei, avec le visage blessé, l'interrompit dans ses pensées et implora l'oncle Kai de les punir. L'oncle Kai s'adressa à Yu Fei pour la rassurer, puis déclara en s'adressant à Yun Sheng qu'il avait été assez gentil avec elle et son frère, ce qui surprit cette dernière. Il avertit que si elle ne payait pas le prix pour cet incident, cela lui causerait des problèmes. Mais la voix de Zhuo Fan l'interrompit en taquinant l'oncle Kai, faisant remarquer que le chef de la famille Kai vieillissait et harcelait une petite fille. Zhuo Fan s'avança devant lui et demanda au chef de la famille Kai d'avoir une discussion sans faux semblant. Il lui rappela de ne pas oublier la question du contrat de mariage. L'oncle Kai répondit qu'il ne montrerait aucune pitié et expliquerait tout à Zhuo Fan aujourd'hui. Il affirma qu'il détenait le pouvoir sur toute leur vie et présenta 2 choix, se battre ou mourir. Il promit de montrer à Zhuo Fan sa force. Pang cria, révélant que l'oncle Kai possédait le pouvoir du 8e niveau et qu'ils étaient tous en grave danger. Yun Sheng implora l'oncle Kai pour la vie de son frère Zhuo Fan. Mais Zhuo Fan sourit avec un sourire maléfique. L'empereur magique Zhuo Fan initia le combat, chargeant vers l'oncle Kai et lançant une attaque, ce qui surprit ce dernier en voyant qu'il avait fait le premier mouvement. L'oncle Kai riposta avec férocité et toute sa puissance, créant une énorme explosion, ce qui les projeta tous deux au loin. Le patriarche Kai lui dit qu'il avait été très chanceux d'avoir survécu à son attaque, car c'était difficile pour lui de ne pas utiliser toute sa force. Mais Zhuo Fan lui dit qu'il n'avait jamais cru en quelque chose d'aussi futile que la chance, car il ne croyait qu'en la force. Soudain, il y eut du sang sur la main de Shao Ting, qui resta incrédule face à cela. Zhuo Fan attira l'attention de l'oncle Kai là-dessus en lui disant de regarder son fils. Le sang coulait de la bouche de Shao sans cesse. L'oncle Kai exigea de savoir ce que Zhuo Fan avait fait à son fils. Zhuo Fan révéla qu'il voulait simplement lui montrer sa puissance et qu'il pouvait prendre la vie de son fils à tout moment. Zhuo Fan conseilla à l'oncle Kai de faire attention autour de lui. L'oncle Kai le supplia de s'arrêter, affirmant qu'il croyait en lui. Zhuo Fan sourit fièrement et s'en alla avec ses compagnons. Zhuo Fan avertit le chef de la famille Kai que s'il ignorait son avertissement, il l'enverrait en enfer, puis rit bruyamment. Yu Fei demanda à l'oncle Kai s'il allait leur permettre de partir. L'oncle Kai répondit qu'autrefois, le vieil homme était trop paresseux pour les recevoir, mais maintenant il les laisserait retourner à la montagne. Il expliqua que Zhuo Fan devait être éliminé dès que possible pour éviter de futures menaces pour sa famille et prévoyait de faire des arrangements rapidement. Yu Fei était furieuse, pensant que si l'oncle Kai avait peur de toucher Zhuo Fan, les anciens de sa famille chercheraient à se venger. Elle était en colère à l'idée que Zhuo Fan ait osé frapper son joli visage et jura de le faire souffrir pour avoir offensé les membres des 7 familles impériales. Ils sortirent de la maison de Kai pour rentrer à l'auberge. En marchant dans la rue, Zhuo Fan s'approcha de mademoiselle Luo Yunshang, lui demandant si elle connaissait les 7 familles de l'Empire. Cette question surprit mademoiselle Luo Yunshang, et elle demanda comment il les connaissait. L'oncle Pang exprima également sa curiosité au sujet des 7 familles branchées de l'Empire. Mademoiselle Luo Yunshang commença à expliquer qu'autrefois, elle n'avait aucun lien avec le Guan Yunan et les 7 familles de l'Empire. Cependant, maintenant qu'il vivait en ville, s'il devait rencontrer l'une des 7 familles de l'Empire, il devrait rapidement les éviter, même si cela signifiait éviter un chien de l'une de ces familles. L'oncle Pang écoutait attentivement et réalisa que mademoiselle Luo Yunshang restait toujours posée, même face à la famille Kai,
considérée comme la meilleure famille de la ville de Franck. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit affectée de cette manière. Mademoiselle Luo continua, affirmant que peu importait la famille Luo ou la famille Kai, peu importait leur force, ce n'étaient que des familles séculières. Cependant, dans l'Empire Tianyu, lors de sa fondation, il y avait 7 ministres qui avaient reçu un consentement spécial de la famille impériale et étaient devenus connus sous le nom des 7 familles de l'Empire. Ils possédaient une autorité et un pouvoir dépassant ceux des autres familles. Aller contre eux revenait à s'opposer à l'Empire lui-même. Mademoiselle Luo Yunsheng conclut son explication, et l'oncle Pang commenta qu'il n'y avait pas de comparaison avec le pouvoir de la famille de l'Empire dans le pays. Mademoiselle Luo Yunsheng affirma que les 7 familles de l'Empire étaient intouchables et que tout le monde en était conscient. Zhuo Fan demanda alors si la famille Sun faisait partie des 7 familles de l'Empire, surprenant Mademoiselle Luo Yunsheng, qui se demanda pourquoi il posait cette question. L'oncle Pang ajouta que si cette femme était effectivement membre de l'une des 7 familles de l'Empire, Mademoiselle Luo Yunsheng l'aurait empêchée de la frapper. Mademoiselle Luo Yunsheng se sentit gênée, et Zhuo Fan confirma qu'il avait entendu la femme crier qu'elle allait leur faire ressentir la force des 7 familles de l'Empire. Mademoiselle Luo Yunsheng et l'oncle Pang furent choqués de réaliser qu'ils avaient en fait offensé un membre de l'une des 7 familles. Mademoiselle Luo Yunsheng prit la main de Zhuo Fan et lui demanda de l'accompagner pour s'excuser auprès de Mademoiselle Yu Fei. Cependant, Zhuo Fan lâcha sa main et lui dit que c'était inutile. S'ils y allaient, ils mourraient. Mademoiselle Luo Yunsheng devint inquiète, et l'oncle Pang demanda à Zhuo Fan ce qu'il devait faire. Le jeune maître Luo regarda Zhuo Fan avec bonheur, l'appelant son frère. Zhuo Fan lui demanda pourquoi il l'appelait frère au lieu de chien esclave. Yun Hai expliqua respectueusement que c'était un terme d'honneur parce que Zhuo Fan les avait sauvés. Yun Hai exprima son désir que Zhuo Fan devienne son beau-frère et les sauva à nouveau. Cela mit en colère Luo et l'oncle Pang, poussant Luo Yunsheng à faire taire Yun Hai. Zhuo Fan se tourna vers Luo Yunsheng et demanda s'il y avait quelqu'un d'autre des 7 familles de l'Empire dans la ville. Luo Yunsheng révéla que le pavillon Chenlong en faisait partie, réputé pour ses immenses trésors et sa force redoutable. Zhuo Fan plaça sa main sur le visage de Yun Hai et leur ordonna de retourner à l'auberge, puis leur dit que le lendemain, il irait au pavillon Chenlong. Yunsheng lui demanda pourquoi ce pavillon et Zhuo Fan leur expliqua que leur but était de former une alliance. Le lendemain, comme prévu, ils se rendirent au pavillon Chenlong. En s'approchant, ils remarquèrent la présence de gardes devant le pavillon. Un garde aperçut quelqu'un s'approchant, et ils se retournèrent tous pour voir Zhuo Fan, Luo et Pang. Zhuo Fan pensait en lui-même que les gardes étaient en effet forts, comme il l'avait prévu. Un garde leur ordonna de s'arrêter et questionna leurs intentions en s'approchant du pavillon Chenlong. Zhuo Fan demanda aux gardes d'informer Mademoiselle Yin Wang de leur présence et de leur désir de la rencontrer. Les gardes trouvèrent amusant que Zhuo Fan leur parle, sans les regarder dans les yeux et rire, affirmant qu'ils n'avaient jamais entendu parler de la famille Luo. Ils exigèrent que le trio quitte les lieux. Luo semblait effrayé. Cependant, Zhuo Fan insista pour que les gardes consultent leur maître, car ils n'avaient pas l'autorité de prendre des décisions. Cela irrita encore plus les gardes, poussant Zhuo Fan à critiquer le pavillon Chenlong pour leur traitement décevant des invités. Soudain, une jeune femme belle et élégante s'avança, ordonnant aux gardes de s'arrêter. Les gardes se mirent immédiatement à genoux devant elle, affirmant que ses invités causèrent des problèmes. Pang et Zhuo Fan furent stupéfaits par son apparence. La jeune femme conseilla aux gardes de traiter leurs invités avec respect et se tourna vers Zhuo Fan, remarquant qu'ils s'étaient déjà vus. Zhuo Fan réalisa que c'était une occasion en or, n'ayant pas prévu que Mademoiselle Long Niu soit du pavillon Chenlong. Mademoiselle Long Niu se présenta et expliqua qu'elle avait des tâches à accomplir, demandant comment elle pouvait les aider. Zhuo Fan se présenta comme le majordome de la famille Luo et proposa de l'accompagner pour vendre quelque chose, mentionnant qu'il avait entendu dire que le pavillon Chenlong était réputé comme la première maison de trésors de l'Empire Tianyu. Mademoiselle Long Niu exprima son intérêt pour voir l'objet. Les gardes spéculèrent sur le fait que Zhuo Fan pourrait être le petit ami ou un ami proche de la jeune femme, ou peut-être que ce n'était qu'une coïncidence. Ils prévoyèrent de lui donner une leçon, surtout à cause de son apparence, et rirent entre eux, pensant qu'il serait très chanceux d'avoir une jade et se demandant comment il pourrait posséder quelque chose qui intéresserait la famille. Ils entrèrent à l'intérieur de la grande maison dans le hall central.
Ils s'assirent tous, et Zhuo Fan pensa que la jeune femme n'était peut-être pas rusée, mais elle était intelligente. Il croyait que la clé était de l'inciter à accepter une stratégie de négociation commerciale. Zhuo Fan présenta un morceau de papier devant elle, intriguant la jeune femme qui commença à regarder les dessins avec beaucoup d'attention, se disant intérieurement que ce n'était pas mal. Pang et Luo chuchotèrent entre eux, se demandant ce que Zhuo Fan avait écrit sur le papier et pourquoi la jeune femme le prenait si au sérieux. Après un long moment d'observation, la jeune femme se leva et demanda à Zhuo Fan quel était son prix. Zhuo Fan suggéra qu'elle fasse une offre équitable. Sans hésiter, la jeune femme proposa 100 000 pierres spirituelles, surprenant tout le monde qui répéta en chœur « 100 000 pierres spirituelles ». Zhuo Fan répondit que son offre était insuffisante et décida de ne pas le vendre, surprenant la jeune femme qui ne comprenait pas son refus. Zhuo Fan réalisa que Mademoiselle Long n'était pas sincère dans ses affaires et lui demanda de cesser les négociations. Mais la jeune femme refusa, déclarant qu'il ne lui avait fourni qu'un croquis d'un matrice de formation de premier niveau qui devrait valoir environ 100 000 pierres spirituelles. Elle ajouta que le dessin avait été fait à la main, donc cette valeur devait être suffisante. Zhuo Fan l'accusa de mentir et exigea qu'elle lui rende le croquis immédiatement. Mademoiselle Long contre-attaqua en offrant de payer 300 000 pierres spirituelles pour cela. Zhuo Fan resta sceptique, croyant qu'elle n'était toujours pas authentique. Cependant, Mademoiselle Long pensait que le croquis représentait une matrice de formation de premier niveau, mais qu'il y avait beaucoup d'autres images qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle insista sur le fait que même si elle perdait une somme considérable d'argent, elle devait obtenir cette information, déclarant que pour elle, cette information valait plus de 300 000 pierres. Mais Zhuo Fan lui demanda de lui rendre son dessin. Elle tenta de le convaincre que cette formation ne valait pas plus de 300 et que seul leur pavillon pouvait l'acheter dans l'Empire Tianwu. Elle ajouta qu'il ne trouverait pas de meilleure offre ailleurs. Observant le prota, elle pensa qu'il y avait une chance. Puis, en touchant le visage de la demoiselle, elle proposa que Mademoiselle Luo Yunshang avait fait une excellente affaire avec leur pavillon et qu'elle serait une cliente VIP à l'avenir. Elle continua en assurant que le pavillon Long serait toujours ouvert pour elle. S'étonnant intérieurement, elle se demanda si être VIP n'était pas une forme de pot de vin. Souriante, elle suggéra que Zhuo Yifan et elle devraient agir. Le prota, irrité, l'interrompit en lui demandant de garder le silence. Il se plaça devant elle, tendant la main et exigeant qu'on lui rende l'esquisse, se présentant comme le majordome principal de la famille Luo, responsable de toutes ces transactions. Elle soupira et, désolée, expliqua que sa demande n'avait aucun sens. Il prit l'esquisse et elle ferma les yeux, réaffirmant que la réputation du pavillon Qianlong justifiait qu'une formation de premier niveau ne valait pas plus de 300 000 pièces d'or. Le prota sourit et accusa en disant qu'il croyait qu'elle venait de les menacer. En secouant le rouleau, il ajouta qu'il aimerait savoir si le maître du pavillon Qianlong était présent. Surprise et confuse, elle demanda des explications, tremblante, ajoutant qu'il était perspicace mais ne devait pas être arrogant. Le prota sourit et répéta qu'il voulait voir le maître du pavillon Qianlong. Tremblante et en colère, elle consentit et demanda d'attendre ici avant de se tourner. Luo Yunshang, observant le prota, serra son poing contre sa poitrine, inquiète d'avoir offensé le pavillon Long. Quelques instants plus tard, la scène montra quelques pas et l'entrée du vieil homme qu'elle annonça comme Shen Yan Longju. Le garde informa qu'il était le maître du pavillon Long dans cette ville. Le prota observa, pensant que comme prévu, le pavillon Long avait un maître puissant ici, bien plus que le chef de la famille Kai. L'écart de pouvoir était énorme, au point qu'il ne pouvait même pas voir son niveau de cultivation. Le maître demanda si c'était la jeune demoiselle de la famille Luo, à quoi elle répondit en baissant la tête et saluant. « Salutations, maître Zhu ». Le vieil homme regarda le prota, demandant s'il était le nouveau majordome principal de la famille Luo. Le prota confirma. Le vieil homme s'assit et commenta que tant que ce n'était pas un vieillard, n'importe qui pouvait être majordome principal. Il ajouta qu'il avait entendu dire que le prota doutait de l'évaluation de Mademoiselle Longniu, ce que le prota confirma également. Le vieil homme expliqua que bien que Longniu ait peu d'expérience, elle avait une vision unique et était sûre de son évaluation. Mais puisqu'il y avait des doutes, il proposa de jeter un œil. Le prota ouvrit le rouleau et invita à regarder. Le vieil homme observa et fut stupéfait. Longniu insista que cette formation de premier niveau valait à peine 300 000 pièces d'or. Fixant le prota qui le défiait du regard, le vieil homme proposa 1,8 million.
Pang s'étonna, demandant des explications. Long Niu protesta, mais le vieil homme l'interrompit. Le prota répliqua que c'était bien trop peu, ce qui indigna le garde. Le vieil homme se leva et déclara que 1,8 million était le maximum qu'il pouvait offrir. La demoiselle Luo Yunsheng accepta, résignée, de vendre pour 1,8 million, faisant soupirer de joie le vieil homme. Irrité, le prota frappa la table et menaça d'annuler la transaction s'il ne pouvait pas payer plus. Yunsheng le réprimanda. Le vieil homme, irrité, le menaça à son tour. Il poussa le prota avec une énergie si puissante qu'elle fit reculer les gardes. Pang se plaça devant Yunsheng pour les protéger. Souriant, le prota avertit que cette action nuirait à la réputation du pavillon Qianlong. Le vieil homme le provoqua, le qualifiant de moucheron qui n'avait pas peur. Le prota, résistant au pouvoir, argumenta que le pavillon Qianlong était une maison d'affaires renommée dans l'Empire et que ce comportement entacherait son honneur. Confiant, il continua en affirmant qu'il était peut-être un gamin, mais qu'il pariait que le maître ne voulait pas nuire à la réputation de sa famille. Le maître sourit et rit, félicitant le prota pour son audace. Il ajouta que la famille Luo n'avait pas à s'inquiéter pour leur prospérité avec quelqu'un comme lui à leur service, reconnaissant qu'il n'était pas venu au pavillon Qianlong juste pour vendre cette formation de matrice. Alors, quelle était sa condition? Le prota ferma les yeux et révéla que le prix de cette formation était de 10 millions. Il tendit la main, proposant de payer 1 million aujourd'hui et le reste plus tard, indiquant qu'il serait en dette envers eux pour le moment. Le vieil homme tendit la main et accepta, confirmant que la dette était faite, puis se tourna pour sortir, en ordonnant au pavillon Qianlong d'aider dans la mesure du possible et de payer 1 million aujourd'hui. Elle accepta cette condition, ce qui fit sourire le prota. Un moment après, Lang Niu questionna Jiu, manifestant son inquiétude quant à cette formation. Elle exprima son doute sur sa capacité à payer 10 millions pour une formation qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Le vieil homme posa la formation sur la table et demanda à Long Niu de regarder attentivement le croquis, précisant qu'il craignait que ce soit la seule matrice de ce type dans l'Empire Tianyu. Stupéfaite, elle se tourna vers lui en s'exclamant que c'était le croquis d'une formation de matrice ancestrale. Il expliqua que la méthode de la formation ancestrale s'était perdue depuis longtemps, mais pouvait être retrouvée dans des livres anciens. Il affirma que c'était sans aucun doute une formation ancestrale, et que ce croquis ne pouvait être acheté pour de simples 10 millions. Bouche bée, elle s'exclama qu'elle ignorait la valeur de ce croquis. Baissant la tête, elle écouta le vieil homme conseiller de demander à Ji de trouver 4 ou 5 personnes puissantes pour protéger la famille Luo, mentionnant qu'ils avaient offensé la famille Sun la veille. Surprise, elle demanda pourquoi ils devaient les protéger. Le vieil homme, les yeux fermés, expliqua qu'elle n'avait toujours pas compris leur intention, et que c'était ainsi qu'ils paieraient leurs dettes. Le prota et les autres furent ensuite montrés en train de marcher dehors, un petit garçon sautant joyeusement. Le prota se retourna, souriant. La scène changea pour une auberge. Alors qu'il était en pleine cultivation, le prota entendit des pas. Il arrêta le garde qui ouvrait la porte en le prévenant que la famille Sun les avait encerclés. Le prota se leva, constatant que ceux qu'ils attendaient étaient enfin arrivés. Le garde, anxieux, demanda pourquoi il restait si calme. Sortant, le prota répondit qu'il les attendait et demanda d'appeler la jeune demoiselle et le jeune maître. Le garde, touchant son menton, admira le courage que le talent du prota lui donnait. La scène changea pour l'extérieur. Un groupe cria à la famille Luo de sortir, et la même demoiselle arriva en criant furieuse qu'ils avaient été arrogants la veille. Stupéfaite en voyant la porte s'ouvrir, la demoiselle Luo Yunsheng sortit et demanda pourquoi la demoiselle Sun avait amené tant de monde chez eux aujourd'hui. La demoiselle Sun, serrant les dents, répondit furieusement, rugissant qu'elle ne l'avait pas oublié dans la résidence Kai, et que la famille Luo ne s'en sortirait pas aujourd'hui, promettant de tous les éliminer. Yunsheng regarda le prota, pensant que Zhuo Yifan ne se laisserait pas intimider et que tout irait bien. Elle déclara à mademoiselle Sun que sa famille vivait à Linan depuis 100 ans et qu'il ne serait pas facile de les détruire, ajoutant que la famille Sun, présente depuis seulement quelques décennies, devrait faire attention à ses mots. La demoiselle Sun, stupéfaite, utilisa son pouvoir pour menacer Luo Yunsheng, affirmant qu'une poule ne devenait jamais un phénix. Peng se plaça devant Yunsheng, mais un homme ouvrit un éventail devant la demoiselle Sun. Surprise, elle reconnut son cousin. L'homme, souriant sombrement, s'excusa pour la grossièreté de sa cousine, expliquant qu'ils étaient là uniquement pour chercher le majordome de la famille, Liu, en quête de justice pour elle.
Il assura qu'ils ne feraient de mal à personne si le majordome leur était remis. La demoiselle Sun protesta, rappelant à son cousin leur accord initial de ne pas détruire la famille Luo. Tentant de réagir, elle fut interrompue par l'éventail devant son visage. L'homme proposa que ce serait une excellente opportunité pour mademoiselle Luo Yunchang de bâtir un avenir meilleur. Luo Yunchang refusa, affirmant que toucher le majordome revenait à toucher sa famille, car il faisait partie intégrante de la famille Luo. L'homme, avec un regard sombre, menaça de ne pas lutter, ajoutant qu'il n'oserait pas s'opposer à lui s'il savait qui il était. Surprise, elle apprit qu'il était Zhaixia, disciple de la vallée Yuming. Incrédule, elle demanda s'il appartenait aux 7 familles de l'Empire, ce à quoi il répondit par un rire provocateur, se demandant si elle avait peur. Luo Yunchang pensa alors au lien de la famille Sun avec les 7 familles de l'Empire, réalisant pourquoi même le chef de la famille Kai leur portait autant de respect. Elle attrapa le vêtement du prota, appelant Zhuo Yifan. Le prota passa à côté d'elle, souriant, et déclara qu'il était Zhuo Yifan, majordome de la famille Luo, proposant un duel pour régler cela. L'homme sourit, affirmant que, comme l'avait dit sa cousine, le prota était trop arrogant, et que perdre contre lui ternirait l'honneur de la vallée Yuming. Il attaqua le prota en fonçant à toute vitesse, mais ce dernier réussit à esquiver de justesse, reculant en fixant son adversaire. Le jeune homme le regarda et commenta qu'il semblait capable d'éviter l'attaque, tandis que le prota réalisa que la pression était 6 fois plus forte, comme celle d'un démon. Inquiète, la demoiselle demanda si tout allait bien. Le prota activa son énergie dans sa main, trouvant la situation intéressante. L'adversaire, confus, se demanda pourquoi il montrait de la peur tout en semblant prendre plaisir. En un instant, le prota se retrouva devant lui, le frappant d'un coup de paume. L'adversaire, stupéfait, recula sous l'impact de la lumière brillante qui s'ensuivit. La fille derrière lui alerta son cousin que l'oncle Kai Hong avait aussi été blessé par le prota. Regardant sa main, l'homme pensa désespérément qu'il était foutu et qu'il devait trouver quelqu'un pour le guérir. En fixant le prota, il regretta de ne pas avoir su à l'avance, se demandant s'il était un cultivateur démoniaque. Le narrateur expliqua que les cultivateurs démoniaques cherchaient le pouvoir à tout prix, sans se soucier de la discipline et des règles strictes. L'homme décida de finir rapidement, faisant surgir une énergie de sa main. Effrayée, la demoiselle se demanda ce que c'était. L'homme attaqua le prota, le frappant au torse et le faisant cracher du sang. Il déclara avoir scellé son flux, rendant impossible l'utilisation d'une autre technique. La demoiselle, voyant la scène, ordonna à son cousin de le tuer immédiatement, tandis que Pang criait « Zufan ». L'adversaire condamna le prota à aller en enfer, mais ce dernier annonça l'attaque Blood Shadow Palm. L'adversaire, surpris, fut frappé au visage, tremblant et blessé. Il demanda incrédule comment le prota avait pu utiliser une technique avec son flux scellé. Le petit garçon, heureux, jubila en louant la performance du prota, disant que l'attaque ne l'avait même pas affecté. Le prota perdit son équilibre et cracha du sang, faisant crier le groupe Zhuo Yifan. La demoiselle Luo Yunchang s'approcha, inquiète, demandant ce qui s'était passé. L'adversaire, souriant, expliqua que forcer l'utilisation d'une technique avec le flux scellé le ferait bientôt mourir. Interrogé par Luo Yunchang sur ces paroles, l'adversaire poursuivit, regrettant de ne pas avoir le même niveau de pouvoir, ce qui l'aurait obligé à utiliser toute sa force. Il provoqua ensuite le prota, affirmant qu'il pouvait le tuer facilement d'une seule main, même blessé. La demoiselle Luo Yunchang protégea le prota, criant « Non ». L'homme l'ignora, souriant, et lui promit de ne pas la tuer. Il attaqua le garde, criant « Dégagez !» et se prépara à attaquer le prota en hurlant « Meurs !» Mais, à cet instant, un cri retentit « Non !» L'attaque arriva près du visage du prota, prêt à le tuer. Mais une main surgit soudainement avec une énergie aussi forte que l'autre. Ce qui surprit le figurant, c'était un jeune homme qui lui demandait ce qu'il était en train de faire. La demoiselle Sun déclara que c'était le pavillon Qianlong. Le jeune homme commenta alors sur les actions de Yuquan, tuant des gens partout, mais jugeant cela insuffisant. Yuquan frappa sa main en vociférant que cela ne le concernait pas et qu'il n'avait pas à interférer. Longji sourit, affirmant qu'il avait été envoyé par l'oncle Jiu pour protéger la famille Luo, précisant que quiconque voulait les tuer devait d'abord passer par lui. Un peu incrédule, Yuquan demanda comment cela avait pu se produire, mentionnant que le pavillon Qianlong ne devrait pas intervenir. Yuquan ajouta, rappelant à Kanan qu'ils avaient dans la même force,
et se demandant s'il pensait pouvoir protéger cette personne. Fermant les yeux, Longji ajouta que Kanan devait se rappeler qu'il était blessé, et questionna sa capacité à le vaincre dans cet état. Yuquan rétorqua, mais Long l'interrompit en levant la main et en affirmant savoir ce qu'il allait dire. Il annonça que malgré sa force, au moment venu, il pourrait utiliser 12 fois la force de Yuquan, et que si eux deux se battaient à mort, une grande bataille éclaterait avec des conséquences lourdes. Yuquan, stupéfait, réfléchit au problème entre la vallée Yuming et le pavillon Qianlong, anticipant une guerre tôt ou tard, mais réalisant que le moment n'était pas venu. Il accepta cette réalité en fermant les yeux et acquiesça. Une attaque arriva de derrière, surprenant Yuquan, ainsi que Longji qui restait choqué. La demoiselle Luo Yunshang se couvrit le visage, des gouttes de sang tombant au sol. Le prota, souriant malicieusement, affirma que le maître de Yuquan ne lui avait pas appris à combattre les cultivateurs démoniaques, ajoutant que toute hésitation menait à la mort. Tremblant, Yuquan demanda comment il avait pu agir ainsi, réfléchissant à la rapidité et à la force accrue du prota, soupçonnant qu'il soit tombé dans un piège. Longji resta figé, bouche ouverte, tandis que Yuquan le suppliait de l'aider. Le prota, souriant, le condamna à mourir, arrachant la main du dos de l'homme, qui tomba inconscient. Voyant cela, la demoiselle Sun, les larmes aux yeux, s'évanouit en criant « Cousin !» Le prota se tourna vers Longji, lui demanda s'il avait été envoyé ici pour les protéger, puis le remercia pour son aide et lui demanda de transmettre à Maître Jiu qu'il n'avait plus besoin de protection. Plus tard, dans la nuit, l'oncle Ji frappa la table, commentant de manière inattendue que l'enfant avait causé des problèmes, gênant les plans de la famille. Baissant la tête, Long Niu exprima son incompréhension concernant le lien entre les actions de Zhou Yifan, qui avait créé un tumulte et tué Yan, et le pavillon Qianlong. Le vieil homme se mit en colère, expliquant que Longjie était présent et que tout le monde l'avait vu, ajoutant que le gamin avait tué Yan devant Longji, ce qui attirerait des blâmes sur eux. La demoiselle répondit naïvement que ce serait alors la faute de la famille Luo. Le vieil homme la regarda pensivement, tandis que Longji argumenta qu'un membre d'une petite famille n'oserait pas tuer un disciple de l'une des 7 familles de l'Empire, même si cela semblait incroyable. Il poursuivit en disant que ceux de la vallée Yuming et de la famille Sun ne croiraient pas à ce qui s'était passé et qu'il les accuserait. Elle répondit que c'était malheureux pour eux, car ils devraient en payer pour les actes de la famille Luo. Le vieil homme, questionnant cette fatalité, affirma que c'était l'enfant qui avait tout planifié. Même si Yuquan voulait attaquer, il n'aurait pas pu bouger après que Longji ait bloqué l'attaque de Yuquan. Profitant de l'opportunité pour se remettre, il contre-attaqua avec une force accrue, révélant que tout avait été prévu. À ces mots, Long Niu s'écria, réalisant que Longji l'avait prévu et avait tué Yuquan, ce qui rendit le vieil homme furieux. Se grattant la barbe, il commenta que le plan ne visait pas seulement la vallée Yuming, mais aussi le pavillon Qianlong, et pendant que les 2 familles se battaient, il réussirait à convaincre la famille Luo de se retirer. La jeune fille demanda comment cela était possible, demandant s'il n'avait pas peur d'offenser 2 grandes familles. Le vieil homme répondit qu'il n'avait pas peur d'offenser 2 grandes familles, ajoutant qu'il avait tout prévu en vendant un rouleau de matrice, testant ainsi l'honneur de la famille Qianlong, et il sait qu'ils ne feront rien pour préserver l'honneur de la famille Qianlong. Il conclut sombrement qu'il devait assurer la sécurité de la famille Luo jusqu'à la fin, malgré la complexité de la situation. Le vieux leur dit que ce garçon était la personne la plus dangereuse qu'il avait jamais rencontrée. Longji se souvenait de la scène où le prota avait tué Yuquan, et cette pensée le rendait sombre. Le prota ordonna alors à tout le monde de partir, s'assit en position du lotus et commença à cultiver. En tremblant et en serrant les dents, il réfléchissait à sa faiblesse. Il se disait qu'il pouvait écraser un déchet comme celui-là, s'il utilisait toute sa force. Mais en réalité, il ne pouvait pas le vaincre et avait failli mourir de ses mains. Réfléchissant à tous ses ennemis, il se souvint avoir dupé la famille Kai et la famille Sun, en se mêlant à la lutte des 7 familles. Il était impossible pour lui de protéger la famille Luo avec sa force actuelle, et il devait devenir plus fort rapidement. Une énergie surgit dans sa main, et il fit un geste avec les mains, ce qui libéra une énorme quantité d'énergie. La scène change pour la famille Kai. Dans la famille Kai, le jeune maître de la famille était en train de méditer quand il sentit quelque chose dans son dos. Il cracha du sang en sentant une douleur aiguë, et tomba inconscient au sol. Une boule de sang sortit de lui, formant une marionnette de sang. Il s'avère que c'était la Bloody Baby,
la marionnette de sang de notre prota. Le prota réfléchit qu'il ne tuerait pas cet homme maintenant, mais qu'il voulait qu'il voie comment la famille Kai serait détruite. Boum! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Faites-nous savoir si cette nouvelle voie vous plaît et si vous voulez voir la suite, car cette série durera 44 heures. Pas de spoil, mais ce manga est super cool, badass et captivant. Restez branchés. À bientôt et ciao!